Bah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est avec, pour moi, un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle journée de conférence pour Marketplace Connect. Ce matin, on se retrouve donc pour cette plénière sur le cadre de confiance qu'il faut mettre en place quand on lance une marketplace, que ce soit avec les vendeurs ou avec les clients. C'est vraiment la marketplace, c'est vraiment ce pont entre vendeurs-clients, entre fournisseurs et offres et clients final. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est vrai que pendant quelques années, et vous le savez, moi je me suis beaucoup intéressé au modèle des DNVB. On a eu beaucoup, on a fait beaucoup la promotion des jeunes marques qui se créaient finalement un peu en opposition avec le modèle des marketplaces, en voulant devenir super spécialiste et en voulant créer une relation directe avec le client. On voulait se passer d'intermédiaire, on se disait, bon, on va essayer de se passer justement de toutes ces marketplaces qui avaient le vent en poupe au début des années 2010. Et pourtant, on voit quelques années plus tard que le poids des marketplaces pèse toujours plus sur l'e-commerce. Aujourd'hui, on est une vente sur trois à peu près qui est faite sur l'une des 14 000 marketplaces qui officient en France, alors qu'en 2013, on était plutôt sur 15%, donc une vente sur 6 sur 7. Le poids du coup des marketplaces a vraiment doublé. C'est presque devenu des acteurs indispensables. Alors évidemment, on pense à Amazon, mais en fait, il y en a plein. Comme je viens de le dire, il y en a plus de 14 000, donc du plus généraliste au plus spécifique. Côté marque, c'est vrai que c'est l'assurance de bénéficier d'un trafic important. Qui aujourd'hui devient quasiment moins cher, ou en tout cas vraiment moins cher que de l'acquisition classique via les canaux comme Google, comme Facebook, comme Instagram ou autres. Côté client, c'est aussi la possibilité d'avoir une expérience assez stable, de trouver un univers complet sur une seule plateforme, d'avoir une sorte de ce qu'on appelle de one-stop shop, qui évite de commander son déodorant à droite, son ordinateur à gauche, etc. Et c'est vraiment ce qui plaît de plus en plus. Alors, que font-elles quotidiennement pour séduire les marques et les clients? Comment ont-elles fait pour créer ce fameux cadre de confiance qui permet à chacun de se sentir en sécurité? C'est un peu pour répondre à toutes ces questions qu'on est aujourd'hui ensemble aujourd'hui. Et donc j'ai la chance d'accueillir Margot Pouliquin, qui est directrice de la marketplace de Nature et Découverte, ainsi que Maxime Carabeuf, qui est directeur, lui, de la marketplace de Rue du Commerce. Pour la petite anecdote, ils se sont tous les deux rencontrés chez Fnac Darty. Donc autant vous dire que aujourd'hui on a de vrais spécialistes de la marketplace. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sébastien, bonjour Margot. Pour commencer, j'aimerais Pardon, bien bonjour qu'on à tous. présente chacun vos activités et l'objectif de la marketplace qu'il y a derrière vos marques. Margot, Nature et Découverte, ça a longtemps été un retailer plutôt classique, avec des boutiques, principalement justement connu pour son offre de magasins. Pourtant, vous avez lancé en 2014 la marketplace. Peux-tu nous expliquer quelle était la stratégie derrière cette initiative? Et est-ce que tu as quelques chiffres qui peuvent nous permettre de nous représenter voilà, la quantité, le volume, en tout cas, d'activité de cette marketplace dans le groupe Nature et Découverte? Bien sûr. Donc Nature et Découverte a, comme beaucoup d'autres entreprises, décidé de lancer sa marketplace, pour aussi agrandir, son offre aux clients, puisqu'on a des entrepôts et des stocks qui sont forcément limités. Et donc c'était une idée d'Antoine Lemarchand, notre ancien PDG de Nature et Découverte, de partir sur ce déploiement marketplace. Mais par contre, une marketplace qui du coup correspond à l'ADN et aux valeurs de Nature et Découverte. Et donc, c'est vrai qu'on est sur une marketplace qui est assez ancienne puisqu'elle date de 2014. Donc, elle a maintenant bientôt 8 ans. Et c'est une marketplace qui est montée en puissance tout doucement, et qui aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Et on arrive aujourd'hui à un pic assez conséquent puisque, alors je peux vous donner les chiffres 2020, qui pesaient 32% du poids digital global, et donc du coup qui ne cesse de monter et de croître au fur et à mesure. Donc c'est en tout cas une volonté de la faire grandir et de prendre plus de poids au global digital au sein de l'entreprise, et donc moins conserver cet aspect très retail que Nature et Découverte possède, et travailler davantage l'omnicanalité.
Quand tu parles de 32, est-ce que c'est en volume d'affaires général ou est-ce que c'est juste, en calcul de la commission, nature et découverte? C'est en volume d'affaires, général. OK, OK, ça marche. Toi, Maxime, à contrario, Rue du Commerce, c'est une marketplace depuis le début. Vous êtes né Depuis 2007. marketplace, j'ai envie de dire. C'est une marketplace dont on a un petit peu moins entendu parler ces dernières années. Peux-tu nous refaire un petit topo de ce qu'est Rue du Commerce, de ce qui fait qu'elle dure depuis aussi longtemps? Et voilà. Yes, ça marche. Je veux juste apporter une petite précision. Tu m'as présenté comme étant le directeur de la marketplace de Rue du Commerce. C'est pas le cas. Je suis le responsable commercial de la marketplace de Rue du Commerce. J'ai même une petite frise qui s'affiche en bas pour ceux qui n'entendraient pas. Hem, non, alors, l'histoire de la marketplace de Rue du Commerce est, on va dire, un peu différente de celle de Nature Découverte puisqu'elle a été créée, c'est la première marketplace en France qui a été créée en 2007. Et l'histoire de Rue du Commerce a été, on va dire, un petit peu mouvementée puisque, on est passé entre les mains de différents, propriétaires actionnaires avec, plus ou moins de succès dirons-nous, jusqu'à ce qu'il y a 18 mois, on se fasse racheter par le groupe Shopinvest. Heu, L'état de Rue du Commerce avant le rachat par Shopinvest était, on va dire qu'on était une société et un site internet qui était plutôt, en phase de décroissance pour le dire dans les jolis termes. Mais oui, en fait, on a eu, voilà, on a eu un petit passage à vide et ça fait depuis, 1 an et demi qu'on est en train de revenir sur le marché plus fort et le rôle de la marketplace dans tout ça, eh bien, c'est elle a un rôle, en fait, par rapport à des sites, hein, dans lequel on a 2 business, une partie retail et une partie marketplace. Eh bien, la partie marketplace va venir apporter une profondeur de stock, de gamme qu'on pourrait pas stocker, qu'on pourrait pas avoir en distribution directe et donc va venir apporter toute cette profondeur, et élargissement de gamme qu'on n'aurait pas si on n'avait pas de marketplace. Voilà, donc un rôle de complémentarité par rapport à une offre, directe et puis d'essayer d'être sur des marchés qu'on ne pourrait pas être, comme par exemple le mobilier, parce qu'effectivement c'est des traditionnellement c'est des produits qui sont compliqués à travailler, en tout cas en direct et la marketplace permet de travailler ces produits-là, heu, en complémentarité et en complément de l'offre qu'on peut avoir en direct. Margot, c'est vrai que, du coup, vous ayant la double casquette retailer, marketplace, quand on va sur le site, de Nature et Découverte, quand un client y va, est-ce qu'il sait qu'il est en train d'acheter soit un produit, entre guillemets «entreposé», géré Mmh. par Nature et Découverte ou, un produit tiers, appartenant à un vendeur tiers? Est-ce qu'il a cette, déjà, est-ce qu'il a conscience, de ce qu'est la marketplace? Est-ce qu'il a conscience que, certains produits sont chez vous et d'autres ne le sont pas? Alors oui, la majorité des clients sont au courant qu'ils achètent de la marketplace. On essaye de faire, la distinction. Quand vous êtes en page de liste, vous avez une mention qui exclut internet pour l'ensemble du catalogue marketplace qui est appliqué et vous avez forcément la mention vendu expédié, par nom du vendeur. Et dans l'ensemble des emails ou communications qui vous sont adressées par la suite et dans le compte client, ou même, au magasin quand un client réalise un sort web, on le tient informé qu'il s'agit d'un vendeur partenaire. Pour autant on fait une différenciation dans ce catalogue aujourd'hui, parce qu'on en fait, les marques qu'on intègre et qui sont présentes chez nous, on les assume complètement. Elles partagent les mêmes valeurs que nous et donc heu, on a une volonté potentielle de ne plus mentionner cet aspect exclu internet potentiellement, puisque c'est des marques qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une qualité de service qui sont aussi bonnes que celles de Nature et Découverte. Donc vous avez encore cette distinction, mais qui peut être amenée en tout cas à évoluer, dans les prochains mois. OK, donc il y a pas, de défiance particulière du client en se disant: «Tiens, ça c'est une marketplace, j'ai peut-être un peu moins de garantie, sur la qualité» ou sur ce genre de choses. Vous observez pas un taux de transformation qui serait moins bon d'un côté ou de l'autre? Alors, vous aurez toujours ce risque dans tous les cas et cette crainte de la marketplace et des vendeurs qui, ne respectent pas dans les temps, qui ne parlent pas correctement, français. Peu importe la marketplace que vous êtes, même si c'est nature découverte et que 95 de nos vendeurs sont français, vous aurez ce risque qui est bien présent. Maintenant, c'est aussi des éléments de réassurance qu'il faut mettre en avant, qu'il faut montrer, que ce soit dans les fiches produits, dans les pages des vendeurs pour expliquer que ce sont des vendeurs français qui expédient depuis la France, qui, on a des
c'est des produits made in France, il faut mettre de la réassurance un peu partout pour expliquer justement aux clients que la marketplace ou le produit, partage ces valeurs-là. Mais c'est un gros travail. OK. Et chez vous, Maxime, du coup, bah là, la question se pose pas parce que c'est que de la marketplace. Mais est-ce que vous vous êtes déjà intéressé justement à ce que le client ressent, à ce qu'il imagine d'une marketplace et de ce fameux tiers de confiance finalement? Alors, je précise Sébastien, nous on a bien les 2, hein. On a une partie marketplace et une partie, que nous on appelle distribution, stockée, distribution directe, si tu préfères. Hem, non, il y a toujours eu il existe toujours une dualité entre ce qu'on peut proposer en direct, c'est-à-dire c'est les produits qu'on a chez nous, qu'on stocke, qu'on envoie directement aux clients finaux et ce qui est proposé pardon, via la marketplace. Il y a toujours eu une dualité entre les 2. Heu, c'est là où le rôle des marketplaces est important, c'est qu'en notre objectif est d'agir en tiers de confiance, de manière à mettre en confiance nos clients finaux lorsqu'ils achètent sur la marketplace. Alors ça se passe par les garanties qu'on peut mettre en place, ça se passe aussi par nos conditions générales d'utilisation, qui encadrent du coup le contrat qui est fait, entre d'un vendeur d'une part et le client final et notre but est d'agir, d'être là à tout moment, d'accompagner le client au moment où il fait son choix sur le site, au moment où il passe sa commande et au moment où il attend, il espère recevoir sa commande et après, bah, s'il il se passe quelque chose, c'est-à-dire un SAV, un retour produit, ce type de choses-là. Justement, donc tu parlais de ce fameux cadre de confiance. En tant que marketplace, vous avez 2 potentiels, enfin 2 clients. Le fournisseur, ce qu'il Oui, va falloir convaincre de venir sur votre plateforme, enfin de faire le travail du mieux possible et puis finalement le client final qui va lui acheter le produit. Hem Commençons par le côté, marchand. Le marchand va donc définir votre offre, va être vraiment votre cœur business. Il y a certaines marketplaces qui prennent absolument tout le monde. Il y en a d'autres qui sont, hyper sélectifs. Chez Nature et Découverte, par exemple, aujourd'hui, vous avez combien de revendeurs? Et surtout, quelle est la sorte, tu en as parlé un petit peu, Margot, mais de charte de qualité pour recruter un nouveau vendeur. Chez Nature et Découverte, on est sur, une marketplace qui est très sélective, puisque alors à date, on a, 480 vendeurs actifs, à peu près. Et pour une base produit, de 26 000-27 000 produits. C'est une volonté, très stratégique de rester sur une une gamme de produits, une quantité de produits, je dirais pas restreinte puisque c'est quand même conséquent pour un site, mais Ouais, pour autant 26 000 quand même. par rapport à une marketplace et la moyenne des marketplaces, on est sur un catalogue qui est très restreint. Ce choix est très volontaire aussi, puisqu'on a un cahier des charges, pardon, et des critères qui sont très stricts et qui sont équivalents à ceux de Nature et Découverte sur les produits stockés que vous pouvez retrouver en magasin. La marketplace, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, elle se positionne en complément de gamme haut de gamme. C'est-à-dire que on ne sera jamais en frontalité, avec les produits de Nature et Découverte. Donc, Nature et Découverte va proposer, une gamme de télescopes. La marketplace va se positionner sur du complément de gamme, en termes de capacité technique, de couleurs, ou alors en premiumisation. C'est-à-dire que du coup, on va aller sur du haut de gamme, mais pas en dessous de gamme par rapport au prix moyen du stocké. Et ça, donc du coup, déjà, c'est la première règle et étape, d'entrée pour intégrer la marketplace. Et on ne fait pas également de multi-offres, en tout cas très, très peu. On veut en fait pouvoir proposer, une typologie de produits spécifique, mais on va pas créer de la concurrence sur l'ensemble de nos fiches articles. On veut un catalogue, qui soit justement assez restreint et propre pour avoir plus de clarté dans nos fiches articles, et c'est en rapport aussi avec notre clientèle et notre cible. Et donc du coup, pour ce qui est des chartes, il est assez long. On a beaucoup de critères, donc je vais pas aller dans le détail non plus parce qu'on en aura pour un peu de temps quand même. Mais, par exemple, concernant les labels, on demande des certificats bio systématiquement pour nos huiles essentielles, pour nos cosmétiques, pour le thé, ou tous les produits d'épicerie. Pour les bijoux, il faut que nos pierres soient naturelles, non teintées. On a pas mal de critères et donc il y en a d'autres qui se mettent en place. Et donc, on a des moyens d'assurance et que les vendeurs doivent respecter tout au long de l'intégration. Donc ce qui fait un vrai gros tri déjà au départ. Et on travaille qu'avec des vendeurs d'Union européenne.
hem, majoritairement du coup français, c'est notre priorité et qui parlent évidemment, un français parfait, qui expédie, si possible depuis la France. Enfin, j'en ai plein d'autres. C'est hyper en gros, si je résume, c'est que des produits qui pourraient être en magasin si vous en aviez la place? Exactement. Mmh. L'idée, c'est qu'on travaille étroitement justement avec le stockier et les équipes achats pour faire, créer une gamme en fait et une cohésion dans les gammes et donc du coup, l'idée, c'est à la fois évidemment le principe d'une marketplace, c'est de tester des marchés de niche, des nouveautés, ou des exclusivités pour voir le potentiel en magasin et donc on a des success stories comme ça qui existent où vous avez des produits marketplace qui ont cartonné et qui se retrouvent maintenant dans l'intégralité des magasins aujourd'hui, et ça arrive de temps en temps, et c'est grâce aussi à cette étroite relation qu'on met en place et qu'on maintient avec, les acheteurs. Chez C'est chez un vous, rue du commerce, on j'imagine que les volumes sont un petit peu plus importants. Aujourd'hui, combien vous avez de revendeurs, de références et comment vous les sélectionnez? Yes. Aujourd'hui, on a environ 1000 vendeurs qui sont actifs sur la marketplace de rue du commerce. Beaucoup plus qui sont, on va dire, vendeurs qui sont endormis puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une phase de reconquête, donc il y a encore des vendeurs qui étaient présents ou actifs jusqu'à il y a pas si longtemps, qu'on est en phase de reconquête pour qu'ils les refaire adhérer, on va dire, à ce qu'est rue du commerce, à revenir, comme on est, en phase de retour sur ce marché, et c'est là où c'est très important pour nous d'être présent, d'être visible. Hem, on a, si on se parle de ces 1000 vendeurs-là, c'est 70 de vendeurs français. Pour nous, c'est important puisque Rue du Commerce est une marque, qui a beaucoup de poids auprès des consommateurs français. Tout le monde connaît Rue du Commerce, et c'est une stratégie différenciante avec, la France, là où on vit, là où on paye nos impôts, là où on paye la TVA qui est important pour nous. Donc ça, c'est une chose qui est quand même, important et qu'on partage avec Margot puisque nous sommes 2 enseignes françaises et on est très content de le dire et quand, dans la présentation, tu as commencé à parler d'Amazon. Bon, c'est aussi ce qui fait notre différence par rapport à Amazon, c'est d'être français, d'être en contact avec des revendeurs, des marques françaises et ça, c'est pour nous quelque chose qui est très important. Hem, ce qui est bien pour nous, en marketplace, je vais revenir un peu sur ce que disait, Margot, en fait, nous, sur les univers sur lesquels on peut être présent, on est à la fois présent sur l'high-tech, donc tout ce qui est informatique, composant, on reste aujourd'hui une des destinations en France phares pour retrouver tous ces produits-là, le gaming, entre autres, et l'informatique. On a aussi tout ce qui est électronique en public avec les téléviseurs, on a un petit peu de mobilité urbaine, du meuble, de l'électroménager, évidemment, beaucoup. Notre objectif, est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur Net et Découverte, puisque la marketplace va nous permettre d'avoir tous les runners, tout ce qui se passe sur le marché. On a une obligation d'avoir les produits qui sont les plus en tendance au prix du marché. Ça, c'est l'objectif de la marketplace. Ce qui peut arriver, qu'on puisse avoir des offres qui soient du coup communes entre la marketplace et la DS. Aujourd'hui, ce qui est pour nous très important, c'est d'avoir un prix qui soit fair, qui soit juste pour le consommateur final, et qui résulte de ce qu'il peut trouver un petit peu partout chez nos concurrents. Bien sûr, en respectant les règles que j'ai dictées, précédemment, que sont le paiement de la TVA, que tous les vendeurs, en tout cas avec lesquels nous on travaille, respectent tous les requis légaux, comme notamment, très récemment la loi AGEC ou les étiquettes, pardon, énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose pour nous d'important. Alors, je comptais en parler un petit peu plus tard, mais tu viens d'évoquer le sujet. Comment, quand on a 1000 vendeurs, j'imagine que tes vendeurs sont aussi sur d'autres marketplaces, qui Oui, peuvent tout à fait. potentiellement faire des offres commerciales, avoir des opérations un peu différentes des tiennes et un calendrier différent. Comment tu t'assures justement d'avoir toujours le meilleur prix, pour justement créer ce fameux cadre de confiance avec ton client? Tu vas se dire: «OK, rue du commerce n'est pas en train de me survendre un produit qui est à -30 ailleurs». Alors, excellente question parce que, ça renvoie aussi à la relation qu'on a avec les vendeurs et comment on met de la confiance avec ces vendeurs-là.
on a beau faire du digital, hein, comme on dit, sur le bout des doigts, de faire du e-commerce, ça n'empêche que ça reste du commerce, et on fait ni plus ni moins ce que font, des hypermarchés, des Leclerc, des Carrefour, des Auchan qui vont, monétiser leur trafic, leur visibilité. En fait, le fait qu'il y ait des gens qui viennent en magasin et ils vont monétiser, on monétise des têtes de gondole, du facing, du rayonnage. Voilà, ça c'est notre métier. Et une composante qui est très importante quand on discute avec nos parties prenantes, avec nos fournisseurs, nos vendeurs, qui sont, et comme tu l'as dit juste à présent, enfin juste avant, pardon, ce sont aussi nos clients, comme les clients finaux. Eh bien, c'est la relation humaine qui change tout. C'est qu'on se doit de discuter en permanence avec nos vendeurs, de s'assurer que ils vont bien, qu'ils sont contents de notre relation, et après, on parle de tout ce qui est la partie business. Et c'est n'est que par la discussion, par l'échange qui se fait en permanence, par une équipe de key account managers, qu'on peut mettre en place des opérations où on va, avec le vendeur, aller chercher tel produit, chercher tel prix, se définir une cible de prix pour que ce soit le prix le plus bas du web, et en face, mettre tout en place une opération. Ça peut être l'accès à une homepage, la mise en place d'une newsletter, un corner sur un site, sur un endroit du site. Voilà, tout ce type de dispositif de mise en avant qu'on peut faire qu'on peut mettre en place de manière à faire une opération. Voilà. Donc la base en fait pour avoir ces deals-là, c'est la discussion, c'est l'échange humain qui permet de pouvoir faire des opérations qui soient gagnant-gagnant à la fois pour le vendeur comme pour la plateforme, pour la marketplace. Parce que ça veut donc dire parce que contrairement, vous parliez des hypermarchés, l'hypermarché, il va acheter son stock, et donc il va pouvoir garantir un prix de revente. Vous, sur la partie marketplace, il n'y a pas l'achat du stock. Donc potentiellement, un matin, le vendeur peut se réveiller et se dire, j'augmente mon prix de 10%. Vous pourrez rien y faire, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, dans les hypermarchés, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a effectivement une offre, qui est en direct, mais il y a aussi une offre, où ce sont ceux qui portent le risque du stock, c'est le fournisseur lui-même ou la marque. C'est pour ça qu'il y a des chefs de secteur qui font ce métier-là, de faire le facing et d'aller réapprovisionner le rayon. Hem, un peu de la même manière en fait en marketplace. C'est-à-dire que oui, tout à fait, un vendeur peut décider, et d'ailleurs il a toujours le contrôle, c'est lui qui définit sa politique, commerciale, sa politique tarifaire, et nous on respecte tout à fait ça. Heu, Très récemment, vous avez vu une augmentation, et on l'a lu partout dans la presse, et on continue encore à le subir, l'augmentation des coûts des matières premières, mais aussi des puces, et cetera, qui vont, enfin voilà, on va dire, c'est des effets de bord qu'on peut avoir du Covid, du début de l'année 2020, qu'on continue encore à voir dans les produits, dans la raréfaction des stocks sur tout un tas de produits électroniques. Bien, quand vous avez un vendeur qui vous dit: «Je vais être obligé d'augmenter mon prix de 10 ou 20 euros sur un produit de plusieurs centaines d'euros parce que les transports depuis l'Europe ou depuis, l'Asie ont augmenté». Bon, vous ne pouvez pas lui dire: «Non, vous baissez votre prix parce que c'est comme ça, si soit-il». Non, justement, c'est pour ça que on est vraiment dans l'échange, c'est que il faut que le deal qu'on trouve soit un deal fair et qui aille dans les 2 sens. Il m'arrive très souvent, de valider ou finalement de revoir un deal, avec mes équipes, avec un vendeur, parce que justement on a un problème de stock, ou parce que, le réassort fait que, les nouveaux produits arrivent avec un coût supplémentaire. Mais finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que on le retrouve partout sur le marché. Parce que, comme tu l'as dit précédemment, les vendeurs qu'on a sont des vendeurs qui sont partout. Partout chez nos concurrents directs, que ce soit chez Fnac Darty, chez Rakuten, chez Amazon, chez Cdiscount. Et notre objectif d'être en sorte d'être au prix du marché. C'est-à-dire que il faut que le prix qu'on ait nous soit le même que celui de nos concurrents. Évidemment, on essaye d'être moins cher, ça c'est un objectif. Euh, Généralement, quand il y a une augmentation de prix ou des stocks qui bougent, eh bien, ça suit sur le marché. Et là, je reviens sur ta question précédente de qu'est-ce qui fait qu'on a un deal ou pas un deal. On parle, il faut beaucoup Ouais. échanger, et plus des vendeurs vont avoir quelqu'un au bout de la ligne, ou disponible par email, par WeChat, par Skype, quels que soient les moyens de communication, et plus il va avoir envie de travailler avec une plateforme.
le nombre de fois, et ça chez mes précédents employeurs aussi, que ce soit chez Fnac Darty, chez Cdiscount aussi, ce qui fait un facteur clé de succès avec des vendeurs, c'est d'être disponible et d'être disponible pour pouvoir échanger entre un key account manager et un marchand, quel qu'il soit, un grossiste, un pure player ou une marque en direct. Ça, c'est un gage de confiance, et c'est ce qui fait qu'on peut monter 2 opérations et faire vivre sa marketplace. Je l'ai dit en introduction, on a aujourd'hui 14 000 marketplaces qui officient en France. Euh, Qu'est-ce qui fait, j'imagine que la marque a un impact fort sur la prise de décision du client, sur le trafic. Aujourd'hui, par exemple, sur Nature et Découverte, comment vous travaillez cette puissance de marque côté marketplace finalement pour attirer toujours plus de gens sur votre plateforme? Est-ce que tu parles côté client ou côté vendeur du coup? Puisque, Alors, je pensais côté vendeur, OK. mais la question côté client, elle fonctionne aussi. Dans tous les cas, côté vendeur, comme le disait Maxime, je suis sur un positionnement qui est très différent que celui du e-commerce. Pour autant, je suis confrontée aux mêmes problématiques aujourd'hui. Puisque justement, de par l'essor de ces marketplaces aujourd'hui, l'essor du bio, du made in France, le positionnement nature et découverte et le choix et la sélection des produits qu'on fait depuis des années, aujourd'hui, l'ensemble des marques se positionnent dessus. Et donc, nous, de notre côté, là où on va chercher des marques de l'exclusivité, de la sélection, elle peut rapidement aussi se retrouver sur d'autres marketplaces qui deviennent spécialisés sur le bio, sur le made in France, et cetera. Donc là où comme le disait très justement Maxime, tout passe par la communication. Alors Nature Découverte est une entreprise qui communique très peu, de manière très volontaire, et donc ça passe en grande majorité par le lien très fort qu'on a avec nos vendeurs et les marques qu'on gère au quotidien, des échanges très fréquents, des newsletters qui sont envoyés de manière mensuelle auprès d'eux pour tout ce qui va arriver prochainement, que ce soit en termes de mise à jour, de projets, de choses qui vont leur arriver prochainement, d'Optim ou de dev qui vont les impacter directement, de thématiques qui vont être mises en avant. Puisque du coup, l'idée, c'est de travailler les thématiques web avec les thématiques magasins et donc du coup de pouvoir échanger avec eux s'ils peuvent du coup participer et intégrer ces thématiques. Et donc en fait, tout ça fait partie de cette relation de confiance qu'on essaye de conserver avec eux. Et du coup, oui, d'apporter de manière pérenne en fait à notre relation commerciale. Maxime, tu le disais aussi en introduction, malgré sa perte de vitesse, Rue du Commerce, c'est une marque forte, c'est une marque que Oui, les tout à gens fait. connaissent, qui est rassurante. Est-ce que ça a été, justement j'imagine dans le rachat de Shop Invest, un facteur clé en se disant, justement pour aller chercher des nouveaux vendeurs, ça va être, ou aller reconvaincre des vendeurs, Ouais. ça va être beaucoup plus simple de par le fait que cette marque, elle soit si installée, si forte. Alors plus simple, non. Sinon je serais pas là. Non, c'est pas simple du tout, de reconquérir un client qui est parti. C'est pour ça que la place de la confiance est vitale, puisque, si elle est trahie ou, si elle est, à un moment donné viciée ou, plus équilibrée, bah, l'une des 2 parties, celle qui se sent en tout cas, viciée va partir. Voilà, c'est ce qui s'est passé, donc une reconquête très, très compliquée, et plus compliquée en tout cas qu'on ne puisse, qu'on ne peut le penser. Rue du Commerce, oui, a un poids de marque extrêmement important. Tout le monde connaît Rue du Commerce, et plutôt, moi, c'est toujours une réflexion qu'on me donne, c'est: «Tu travailles chez Rue du Commerce, mais ça existe encore?» Oui, oui, ça existe encore. On est toujours bien là, et on est de retour, de plus belle. En fait, tu parlais de 14 000 marketplaces. L'environnement concurrentiel des marketplaces est extrêmement important, et de toute façon va continuer à se tendre, puisque c'est un modèle qui existe depuis maintenant plus de 15 ans. On connaît Amazon qui est le leader incontesté sur, en tout cas, beaucoup de zones dans le monde, pas partout dans le monde, mais dans beaucoup de zones dans le monde. Amazon a créé beaucoup d'émules, et c'est tant mieux.
et je pense qu'on a une grande chance en France d'avoir en tout cas une très bonne résistance avec des acteurs qui sont très forts sur le marché, en France, ce que Amazon n'a pas, en tout cas ne rencontre pas comme difficulté dans d'autres pays. Donc ça, c'est aussi une chance, le fait qu'aujourd'hui on puisse être avec, Margot, Nature et Découverte, et Rue du Commerce, et on a d'autres acteurs, qui sont présents, qui j'espère nous écoutent, comme Fnac Darty, entre autres. Oui, on est très content de faire partie du paysage, en France. Ce qui fait la différence d'un du commerce, c'est que, contrairement à un mano mano, un back market, on n'investit pas des sommes pharaoniques sur Google pour être visible. Ça, c'est une grande force, une grande différence, et ça, faut quand même l'avoir en tête, et c'est ce qu'ont eu en tête, Karine, Schrenzel, Olivier Gainsburger quand ils ont racheté Rue du Commerce. C'est une entreprise qui est connue des Français, qui veut dire quelque chose, et qui c'est un gage de confiance qu'on a pour nos clients, finaux. J'ai Donc ça, peut-être une c'est question important. j'ai peut-être une question toute Dis-moi. bête, mais tu disais c'est pas, si facile d'aller chercher des vendeurs, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que un vendeur qui vend un produit qui a sa place sur du commerce ou sur Nature et Découverte, qu'est-ce qui fait qu'il ne viendrait pas? Alors, ce que je te disais, c'est compliqué de reconquérir. Mmh. En tout cas, de proposer en revanche à un vendeur de venir travailler chez du commerce, non, c'est pas très compliqué. À partir du moment où, en plus, il est présent sur les familles fortes sur lesquelles on est présent, oui, il y a aucune raison qu'ils disent non. Surtout que les vendeurs parlent beaucoup entre eux, quand ça fonctionne bien, quand ça marche bien, évidemment, ils en parlent à leurs collègues, à leurs camarades, chez qui ils se fournissent, donc évidemment, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut convaincre, un vendeur? C'est ça, c'est lui expliquer, lui montrer par les chiffres, et qu'est-ce qui fait qu'il ne viendrait pas? C'est qu'aujourd'hui, puisque comme on vient de le dire, il y a une tension concurrentielle qui est importante, il faut, réussir à se distinguer, parmi ses concurrents, puisque, ouvrir une nouvelle marketplace, pour un vendeur, ça veut dire, avoir une gestion d'administration des ventes supplémentaires, gérer des ventes en plus, gérer du SAV en plus. Il faut qu'il ait un intérêt. Donc c'est à nous, en tant que marketplace, qu'il faut convaincre, un vendeur de venir en disant: «Bah, voilà, peut-être que tu auras un peu plus de gestion à avoir chez nous, mais tu vas aussi avoir beaucoup plus de ventes, augmenter ta visibilité, et finalement, ce que tu vas pouvoir faire chez Rue du Commerce, tu ne pourrais pas le faire ailleurs». Je vais te donner un exemple. On a fait un deal il y a quelques années, enfin il y a quelques années, quelques mois maintenant, avec, la marque Bob, les lave-vaisselle, qu'on voit maintenant un petit peu partout dans le commerce physique. Eh bien, ça a d'abord été lancé chez Rue du Commerce dans le cadre d'un French Lab, où on a fait cette opération-là. On en a vendu une certaine quantité. Ça a été un énorme succès, un énorme carton, un très bon lancement de Bob, et qui a commencé du coup sur le web avant d'aller dans les commerces, physiques. Bah, voilà, ces types d'arguments-là qu'on peut donner pour convaincre un acteur de venir nous rejoindre. C'est lui dire qu'on a une vitrine particulière, en l'occurrence c'est les French Lab, c'est des nouveautés produits qu'on met en avant sur notre site. On choisit une marque française, Bob est une marque française, est un acteur français, et du coup on va se «mouiller» entre guillemets pour pouvoir le mettre en avant et faire en sorte de le faire connaître à notre base client, qui est extrêmement importante et extrêmement grande, du fait de l'historique de Rue du Commerce. L'un des sujets importants aussi d'une marketplace, c'est toute la partie, logistique. Surtout quand on a aussi une offre retail avec une logistique qui passe dans ses entrepôts et une qui ne passe pas dans ses entrepôts. Comment vous vous assurez justement par exemple chez Nature et Découverte, de la de l'homogénéité de la qualité, de livraison, de service, enfin et du coup, derrière de service client, parce que la logistique, c'est quand même le point qui, j'imagine, crée le plus de friction. Chez Nature Découverte, il y a un des éléments aussi qu'on regarde beaucoup et avec lequel on échange avec la marque avant de l'intégrer, c'est justement toute sa capacité de livraison et sous quel délai. L'idée, c'est du coup de Nature et Découverte aujourd'hui, gère proprement ses livraisons avec ses produits stockés, et nos vendeurs marketplace gèrent eux-mêmes la livraison au client final. Ils passent pas par Nature et Découverte. On a une personne dans l'équipe marketplace qui gère toutes les qualités, l'ensemble des KPI, et critères de qualité à respecter, qui sont déjà de base très élevés.
Et donc du coup, notre principe, c'est que du coup, une marque qui, respecte l'ensemble des critères de sélection intègre et donc du coup, on a tout un process d'accompagnement qui est très long au départ puisque on est aussi sur une identité de marque qui aussi a besoin d'accompagnement, a besoin de soutien sur l'ensemble de ces étapes puisque parfois elles ont même pas de propre site internet. Donc du coup, on a un vrai soutien et accompagnement tout au long, des étapes pour justement leur montrer, comment est-ce qu'on souhaite avoir, cette qualité de service, qu'est-ce que les clients Nature et Découverte attendent et donc l'idée c'est aussi de leur donner des tips et des optimisations au fur et à mesure sur l'ensemble des étapes et des process de commande. Maintenant évidemment, vous avez toujours des vendeurs qui les respectent pas et donc ça, c'est aussi l'idée de cette équipe, qui gère la qualité, de faire le point avec ces vendeurs et de chaque semaine faire le point en amont de ceux qui vont, ceux qui ne vont pas. On a un label top vendeur aussi qui en fait représente nos meilleurs vendeurs sur l'ensemble des critères de qualité, et donc du coup qui ont, 99 d'acceptation des commandes, qui ont, une note excellente, qui répondent sous moins de 24 heures sur l'ensemble des messages clients et donc l'idée c'est d'augmenter évidemment cette part de top vendeurs et donc c'est tout le travail qu'on fait, de A à Z d'optimisation de ces étapes avec eux. Chez Rue du Commerce aussi, tu me disais, Maxime, en préparant cette conférence, que vous aviez des chargés de compte qui Tout à étaient fait, très, ouais. très, très présents justement dans cette relation avec le vendeur. Est-ce qu'aussi, ils s'assurent, comme chez Nature et Découverte, justement, de la bonne qualité de la livraison, de la sécurité du fait que ce soit le bon produit, livré dans les bons délais, etc. Tout à fait. Je vais pareil, je vais une fois de plus, je vais reparler d'Amazon, mais aussi parce qu'ils ont une place qui est très importante sur ce marché-là, mais enfin, les métiers d'Amazon, ils en ont 2. Un, c'est la logistique. Ce sont des très, très bons, d'excellents logisticiens. Je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la deuxième chose, c'est que ce sont aussi d'excellents acteurs en SAV. Ils se clament d'être l'entreprise la plus centrée sur leurs clients finaux. Euh, c'est eux qui en fait qui définissent aujourd'hui les normes du marché. Ça veut dire c'est eux qui aujourd'hui qui choisissent, qui définissent en fait ils vont donner le là sur le marché sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tous en fait on doit faire très très attention à ces items-là. C'est pour ça qu'on est tous très sensibilisés et c'est aussi parce que un client qui est mécontent, un client à qui il arrive une mésaventure et qui est laissé totalement dans la panade, c'est potentiellement 5 à 10 clients qui ne reviendront plus acheter sur notre site internet. Donc ça, c'est extrêmement important. Chez nous, chez Rue du Commerce, on a une gestion qui est bifide, à la fois par les managers marchands, les key account managers qui effectivement vont discuter de la qualité en suivant les KPI des vendeurs avec eux, mais aussi parce que on a un service qualité qui est présent, avec une personne dédiée dans mon équipe qui vérifie en permanence les KPI des vendeurs, où ils en sont, et qui discute avec les vendeurs pour mettre en place des plans d'action, des mesures correctrices de manière à revenir dans les clous pour être voilà, en phase avec nos attentes, avec ce qui est défini dans le cahier des charges, dans nos conditions générales d'utilisation sur le site internet. Et d'ailleurs, on en a discuté un petit peu en préparant cette émission, Maxime, où j'avais cette question peut-être un peu bête, mais de se dire finalement Il n'y a pas de de question bête. sous quelles conditions générales de vente sont soumis les clients? Est-ce qu'elles sont soumises sous les conditions de Rue du Commerce, du vendeur ou, Ouais, et on en a parlé, de la loi un peu plus générale en France? yes. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Si j'ai des conditions générales qui changent d'un produit à un autre, ça devient compliqué d'acheter sur la marketplace. Non, oui, tout à fait. En fait, il y a le code de la consommation, de la vente à distance qui est très bien fait en France. On a une très grande chance. En fait, on a des conditions qui sont, plus restrictive, on va dire, dans une vente à distance que dans une vente physique. Pourquoi? Bah, la logique, hein, ça a été créé ces lois-là et ces dispositifs-là de manière à encourager les ventes sur internet. Pour ça qu'il est très facile, par exemple, de retourner un produit qu'on a acheté sur internet du fait de ce code de la consommation de la vente à distance qui est plus favorable, aux consommateurs finaux. Donc nous, en fait, nos conditions générales de vente et d'utilisation doivent venir, en plus et ne peuvent pas,
contrevenir à ce qui se passe, dans la loi. Voilà, c'est ça qui est important, de retenir, et ce qui peut avoir en plus, c'est que les vendeurs peuvent définir, et rajouter une surcouche, rajouter des conditions, supplémentaires, mais une fois de plus, qui ne peuvent pas, contrevenir à nos conditions générales d'utilisation et qui ne peuvent pas non plus contrevenir à, la loi, du code de la consommation, de la Ouais, vente à distance. c'est au pire plus avantageux pour le client, quoi. Exactement, oui, tout à fait. L'un des gros sujets, Margot aussi, aujourd'hui sur les marketplaces, même si on a dit que voilà, la marque était gage de confiance sur la sélection, des vendeurs et des produits, il y a aussi malgré tout, toute cette partie, d'avis client, qui Mmh. qui 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 facilite quand même, qui facilite la vente, qui réassure, qui crée de la confiance. Comment vous faites en sorte aujourd'hui de les collecter, d'une part, et de s'assurer qu'il n'y a pas de faux avis, qui pourraient tromper finalement la vigilance, du client final? Concernant les avis, du coup, on travaille avec, avis vérifiés pour, la notation à la fois, du site de la marque et des vendeurs partenaires des produits. On a, du coup, justement tout un sujet sur cet aspect, email et récolte des informations. Puisque du coup, comme vous le disiez, l'idée c'est de plus on a des avis, plus on a des retours clients sur la qualité de service de nos vendeurs, sur la qualité de nos produits et plus justement ça incite à l'achat et ça assure en tout cas, le client un gage de qualité et de confiance, que ce soit auprès du vendeur ou auprès du produit directement. Donc nous, concernant les vendeurs, on est très rigoureux justement sur cette note et ce retour client et donc ça revient sur le point précédent dont je parlais, sur l'aspect spécifiquement produit. Notre idée, c'est de justement développer encore plus et d'aller encore plus loin sur ces retours et donc du coup, on va, par des sondages, on va par justement ces questionnaires avis vérifiés qu'on refait, fréquemment et sur lequel on est encore en train de retravailler, actuellement aujourd'hui, hem, optimiser, de manière récurrente pour justement essayer de récupérer un maximum de retours et d'informations. Parce que c'est grâce à l'ensemble de ces retours qu'on peut justement optimiser, que ce soit les process, les produits. On a aussi également beaucoup de retours de la part de notre service client qui nous font des remontées clients sur nos produits, sur les aspects, sur certaines même certains titres qui ne sont pas forcément clairs ou cohérents ou un manque d'information et donc on est en étroite collaboration avec, le service client, avec avis vérifié, pour justement faire cette récolte d'informations. Pour autant, quand tu parlais des avis et des faux avis, on a un système de modération. Maintenant, on pourra jamais, s'assurer d'avoir un vendeur qui souhaite, parler d'un avis abusif, d'un de ses concurrents et cetera. Ça sera toujours compliqué à modérer de cet aspect-là. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, sur Nature et Découverte, puisqu'on n'est pas sur de la concurrence directe sur les fiches produits. Ça peut Oui. arriver, mais par le service de médiation, on essaye de le limiter. Mmh. Et vous, chez Rue du Commerce, comment vous gérez ce sujet? Et est-ce que vous avez, par exemple, un chiffre à nous donner sur le nombre d'avis récoltés, par rapport au nombre de ventes faites sur le site? Alors là, te donner un chiffre tout de suite, non, ça va être compliqué. En revanche, oui, c'est plusieurs, centaines, plusieurs milliers qu'on reçoit, chaque semaine. Et c'est normal et c'est plutôt un gage de confiance parce que, on sait aujourd'hui ô combien les achats des consommateurs finaux sont orientés en fonction des avis qui sont donnés sur un produit ou sur un vendeur, donc c'est ça qui est très important. On passe, comme Nature et Découverte par avis vérifié qui nous permet de pouvoir faire des filtres, de porter, de faux avis, des manœuvres frauduleuses, qui est totalement proscrite sur du commerce. Et après, on a un retraitement avec des équipes en interne qui vont regarder et vérifier ces avis-là de manière à les modérer. Hem, Bien sûr, comme on se parle d'une volumétrie qui est assez importante, tout ça est amené à bouger et encore se perfectionner. Voilà, on aimerait qu'à l'avenir, ça se fasse aussi différemment. C'est des interactions que les vendeurs, qui puissent répondre directement à certains avis. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, tout comme Margot chez Nature et Découverte. C'est des sujets qui sont ô combien importants et qui donnent et qui sont des gages de confiance pour nos clients finaux qu'on a, clairement en tête et sur lesquels on travaille actuellement.
Chez, Nature& Découverte, on a l'un des sujets clés, c'est le conseil, vendeur, qui est super important, super intéressant. On a une vraie expérience en boutique. Comment cette expérience retail, ce conseil produit, arrive à être, transposé sur du digital pour faire en sorte que le client finalement se sente, bah, justement aussi bien conseillé et aussi sûr de son achat? C'est toute la complexité justement du web par rapport au retail, c'est qu'aujourd'hui on peut pas proposer à un client de venir boire un thé et se faire masser directement, c'est évidemment plus Quel compliqué en termes dommage. d'expérience. Maintenant l'idée c'est justement, essayer d'apporter un maximum de conseils et de services dans la fiche produit. On a un outil qui s'appelle e-advice également, où ce sont nos guides conseils, donc les vendeurs en magasin qui vont répondre directement aux demandes des clients. Donc c'est, une pop-up qui s'ouvre, instantanément au bout de quelques secondes, sur une fiche produit, sur des pages de liste, ou que vous pouvez, vous-même utiliser quand vous avez une question, vous hésitez, entre 2 produits. Donc cet aspect conseil que vous avez en magasin, on l'a via justement, ce chatbot e-advice pour apporter du conseil aux clients et ensuite ça se fait justement en fonction de les besoins de nos clients aujourd'hui. Ils ont besoin de clarté, ils ont le mass produit, les effraie d'une certaine manière et donc c'est tout le travail quotidien qu'on fait de retravail de notre arborescence, de nos fiches produits, de nos pages de liste pour essayer d'apporter de la fluidité et de la clarté. Après c'est propre à chaque cible, rue du commerce, on a une qui est différente aussi et donc une structure de site qui est en fonction de cet aspect-là. Ça passe justement par ces 2 points-là, mais c'est un travail constant d'essayer d'optimiser et d'apporter justement, ce service et cette expérience qui est propre et assez unique à Nature Découverte. Bon, j'avais encore, plein de sujets à aborder, mais on a été, assez bavard. Du coup, Ce sera il ce nous sera reste l'occasion d'une autre plénière. ouais, c'est ça, mais il nous reste quelques minutes et du coup, j'aimerais vous demander à chacun, justement, si vous aviez un conseil à donner, à des marchands, mais à des marketplaces, quels seraient vos meilleurs conseils pour créer justement ce cadre de confiance côté vendeur, côté client? Voilà, quel serait, Maxime, quel serait ton meilleur conseil aujourd'hui à un marchand qui s'est lancé ou qui est en train de se lancer? Une des choses les plus importantes, c'est la on oublie souvent de le dire, mais c'est la qualité des fiches articles. C'est-à-dire quand on puisqu'on est dans du digital, et puisqu'on est sur du web, on peut pas effectivement prendre son téléphone, et appeler le client ou plutôt là, en tout cas l'internaute qui surfe sur le site en disant, «Oh regarde, clique ici, c'est bien, c'est sympa, mon produit est génial». Non, ça c'est très compliqué. Peut-être qu'un jour on y arrivera ou peut-être en tout cas dans le secteur du luxe, on pourrait le retrouver ça. Pourquoi pas une expérience tout à fait dédiée, ça peut être pas mal. En tout cas, ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées là-dedans, ça peut être bien. Heu, mais pour un vendeur qui voudrait réussir sur un marketplace, mon premier conseil, c'est la qualité des fiches articles. C'est comme ça qu'il communique avec le client final. Donc il faut absolument que le titre soit SEO friendly, qu'il y ait suffisamment de photos, des descriptions qui soient complètes, du HTML dans les descriptions et évidemment, bah, quand il y a des avis, c'est évidemment bien mieux. Une fois qu'on a ces fiches articles-là, eh bien, il faut, mettre des bons prix, pour que l'on va dire la mayonnaise prenne et le gage de confiance, c'est, bah, toujours vendre, des produits, au meilleur prix, des prix qui soient pas des prix qui soient faussés, mais des prix qui soient vrais, véridiques, donc c'est pas des faux prix barrés de moins 90. Ça c'est, absolument à proscrire et après pour réussir, évidemment, il faut, dans la communication qu'on a avec les clients finaux, être toujours transparent et toujours apporter une réponse rapide et complète aux parties prenantes, aux vendeurs, enfin, aux clients, pardon. Et pour toi, Margot? Sur l'aspect client, je suis tout à fait d'accord, vendeur. Sur l'aspect, proprement marketplace pour une marketplace qui souhaiterait se lancer, moi je dirais également que le point le plus important, c'est de trouver, dès le début un vrai positionnement stratégique. Beaucoup se lancent sur des marketplaces et donc il faut vraiment trouver une vraie position et ensuite faire comprendre et accepter sa marketplace en interne. C'est un des points clés qui va permettre aussi de pouvoir la faire développer et apporter une multitude de services et d'optimisation, que ce soit aux clients ou aux vendeurs.
Côté vendeur, la clé dans tous les cas, c'est effectivement ce que disait Maxime, ça passe par les fiches produits, ça passe par la qualité. Il n'y a pas, il y a pas de miracle et de conseils, et 100 000 conseils pour réussir. Ça passe en grande majorité par la qualité, c'est certain. Merci, merci à tous les 2. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et on l'a beaucoup entendu, directement ou indirectement dans cette plénière, c'est que malgré le côté complètement digital d'une marketplace, il y a un pan qui est à ne pas oublier, c'est le côté humain. C'est de réussir à créer une relation humaine aussi bien avec ses vendeurs qu'avec ses clients, d'être, dans l'assurance. Je pense que la confiance, c'est quelque chose que justement qui se crée, qui se demande pas, mais qui se prouve, avec le temps, avec les relations, avec une bonne réponse, avec un bon produit, avec une bonne sélection. Donc merci beaucoup pour ce petit rappel qui, je pense, est toujours utile. Le digital, c'est pas que des ordinateurs, des API et autres. C'est aussi des humains qui se parlent, qui trouvent des accords, qui font des deals et qui se font confiance. Merci à tous les deux pour votre temps. Bonne fin de vacances, Ouais, Maxime. effectivement. Merci Bonne beaucoup. soirée. Et puis, on se retrouve tous pour les conférences suivantes. Vous avez normalement votre planning, donc on va pouvoir se retrouver tout au long de la journée pour les conférences. Merci à tous les deux et à très vite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.